Mitchell has his head up, takes LeVert feet. Oh my! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette preview des finales NBA entre les Dallas Mavericks et les Boston Celtics. Je suis Quentin, je serai votre hôte pour cet épisode et je suis évidemment pas tout seul, je suis accompagné de Azad. Salut Azad, comment ça va? Eh bah ça va, on n'est pas tout seul, en effet, on est deux, parce qu'il y a Ouais. que des lâches à QI Basket, et du coup personne n'a voulu nous accompagner pour ces finales, tout le monde est en bout de route, en bout de course. Mais voilà, très content de faire les previews des finales avec la plus grande franchise de l'histoire et les Dallas Mavericks, donc en vrai ça devrait être intéressant à regarder, ouais, à prévoir Ouais. tout ça, quoi. Pensez évidemment à Jérémy, Benjamin, FD qui font le deuil de leur élimination, enfin de l'élimination de leur franchise et qui ont, Ouais, qui ont du coup c'est rien moche. vu des finales de conférence. Ça Voilà. regarde Roland Garros. Voilà. Pensez à vous les gars. Eh bien cette finale NBA donc Dallas contre Boston, ça peut être très fun. On va parler donc d'abord de un peu comment les équipes ont été construites pour revenir un peu là-dessus et sur un peu les Mhm, forces et faiblesses de mhm, chaque effectif. Euh, on va après parler de ce qu'on a vu et appris dans leur parcours, notamment un playoff. On parlera peut-être un petit peu rapidement de saison régulière aussi. Et mhm. on terminera par ce qu'on va regarder dans les oppositions, puis évidemment le pronostic pour Mhm. finir tout ça. Eh bien écoute, je te propose de commencer par la construction un peu des Boston Celtics qui s'est faite finalement sur le tard, juste avant le training camp avec le fameux trade de Drew Holiday. Ouais, c'est marrant en fait, ça s'est un peu toujours fait, au buzzer parce que même le trade du coup de Porzingis pour Marcus Smart au final, il a été fait le 21 juin à minuit je crois de leur côté et c'est en fait, ça a été une deadline parce qu'en réalité, s'il le signait pas enfin si le trade n'était pas à ce moment-là, Porzingis pouvait pas signer son extension et du coup, bah, tu tradais un peu pour rien. Alors que là, du coup, ça s'est passé très vite. C'est d'ailleurs pour ça, il y avait eu Malcolm Brogdon qui était envoyé dans un premier temps aux Clippers pour qu'il puisse venir, Porzingis. Et au final, c'est Marcus Smart qui est parti dans le trade. Mais du coup, ça s'est toujours fait un petit peu au dernier moment sur des gros coups. Porzingis était clairement un joueur que Brad Stevens a toujours voulu aller chercher. Ça fait longtemps qu'il le suit et il expliquait que justement c'était pour avoir un peu une géométrie du terrain qui était différente et une manière d'attaquer la zone et les mismatchs qui étaient différentes et d'optimiser le spacing aussi. Donc là-dessus, ça a été un premier coup, entre guillemets, mais qui soulevait pas mal de questions parce que tu te disais bah, comment tu fais exister Robert Williams et Porzingis en même temps sur le terrain. Quid de Malcolm Brogdon qui a été mis dans un trade pour au final être gardé et qui a fait comprendre qu'il voulait pas forcément rester. Et au final, quelques jours avant le training camp, vraiment la veille du training camp, en réalité, du coup, ils ont tradé Malcolm Brogdon et Robert Williams pour Jrue Holiday, qui est venu du coup compléter le 5 majeur et qui fait partie un peu de ce corps de 6 joueurs vraiment bah, d'un niveau de starter NBA avec les Celtics. Et au final, l'effectif s'est un peu construit suite à quand même deux déceptions, mais surtout des années de continuité. Ça a été un peu une rupture dans la continuité qui a été mise en place depuis pas mal d'années au final. La construction autour du duo Jaylen Brown et Jason Tatum, et même avec Marcus Smart et Al Horford un peu dans le socle, ça fait un moment que c'était là. Il y a eu plusieurs meneurs qui sont passés autour de ça. Il y avait Isaiah Thomas, Kyrie, Kemba Walker. Mais du coup, il y avait eu quand même pas mal de continuité. La continuité autour de Jaylen Brown et Tatum est toujours présente, mais c'est vrai que de partir, de laisser partir Smart pour faire venir Porzingis et faire partir aussi les deux Williams, donc Grant Williams et Robert Williams, qui faisaient aussi partie de l'effectif depuis un moment, qui avait été drafté pour jouer l'idée, ça montre un peu une rupture dans la continuité qui avait été mise en place depuis des années. Et je pense qu'il vient un peu du fait d'avoir l'impression d'avoir toujours été un petit peu favori sans avoir été non plus assez favori pour avoir cette marge qui fait que tu perds pas en 7 contre Miami ou tu perds pas en 6 contre Golden State parce que tu arrêtes complètement épuisé dans les finales. Donc en réalité, la construction des Celtics, elle a été sur une continuité depuis 2016
avec une vraie rupture à l'été 2023 qui génère ce nouveau groupe, entre guillemets, de 6 joueurs vraiment forts et du coup qui leur a permis d'aller jusqu'en finale, jusqu'à aujourd'hui. Très bel historique que tu nous fais sur la construction de Boston, merci. Côté Dallas, c'est un peu différent, ça a été construit en fait déjà un peu la saison dernière avec le trade pour Kyrie, Mhm. qui finalement n'a pas fonctionné aussi bien que Dallas l'espérait, je pense. Et Dallas qui s'est retrouvé finalement à tanker une fin de saison pour aller chercher le pic. Alors ils avaient le pic 12, qu'ils ont... non, le pic 10, pardon, qui était évidemment... alors si ce pic finissait dans les 9 premières places, il partait à Atlanta. Et donc ils se sont retrouvés finalement à le garder. Donc... je crois que... Non, non, pardon, je dis n'importe quoi, c'est l'inverse. C'est si le pic était entre 1 et 10, Dallas le gardait. Et s'il était 11e ou plus, il allait à Atlanta. Et ils l'ont Et gardé. donc, ils ont tanké pour le garder. Ça a marché. Euh, qu'ils ont finalement tradé un pick. Ils ont finalement tradé à la draft contre le pick 12. OKC est allé chercher Kayson Wallace et Dallas Derrick Lively. Ce pivot qui leur manquait tant. Euh, et ensuite, à la deadline, ils sont allés chercher Daniel Gafford et PJ Washington contre évidemment Grant Williams et des salary fillers notamment. Donc Grant Williams qui s'est retrouvé un petit peu dans les deux équipes finalistes et qui n'est pas en finale, qui s'est retrouvé à Charlotte. Et voilà, du coup Dallas qui sont Mais allés chercher, en fait des joueurs dont ils avaient besoin aux côtés de Luka. Euh, Lively, ce rookie très vertical, protecteur de cercle, et Gafford qui est finalement le même profil, mais qui est un peu plus en moins bon. ouais. Moins bon, tu trouves? En fait, je trouve Derek Lively vraiment très très bon. Et je pense que là où il est meilleur, Gafford, c'est défensivement. Mais il fait tellement en fait, il prend tellement de risques, Gafford, que je trouve la plus-value offensive de Lively, qui est aussi très bon en défense, mais moins Gafford, je trouve que c'est plus complémentaire. Et d'ailleurs, ça se voit dans l'efficacité au pick and roll sur les playoffs. Derek Lively, il est à 1,26 points par possession sur pick and roll quand il finit l'action. Daniel Gafford, c'est 0,9. Ouais. Du coup, tu as un écart qui est assez énorme là-dessus. Tu passes de 1,26, c'est genre l'élite, 0,90, c'est du pick and roll qui te donne pas envie de le jouer, quoi. Donc c'est vrai que là-dessus, offensivement, et je pense que sur le short roll même, Derek Lively me paraît meilleur que Gafford, mais Gafford est probablement plus armé défensivement aussi, bien que Derek Lively soit quand même très mobile pour sa longueur et sa taille. Donc ouais, je préfère quand même Derek Lively pour le peu que j'ai vu cette saison, vu qu'on a vu que très peu de choses. Au final, on a peut-être vu que le bon côté de la pièce aussi, quoi. Ouais. Et ils sont allés chercher aussi donc PJ Washington, qui Oui, apporte un peu de spacing forcément, même si le shoot ne rentre pas forcément tout le temps. Il est un minimum respecté par les défenses, disons. Ou alors il est dans ouais, le corner et il peut sanctionner. Et quand il sanctionne tout seul, il a pu montrer qu'il a su le faire à assez haut volume dans la série, notamment contre le Thunder. ouais, Et qui défensivement était pas si mal, même sur l'homme, qui était assez mobile, qui se ouais. montrait vraiment motivé, parce que bon, parfois c'est ça aussi, hein, des joueurs qui sont dans des équipes un peu merdiques et qui ont pas spécialement envie de se donner. Là, tu sentais qu'il y avait une différence et que ça a pas mal joué. Ouais, ouais, clairement. Non, franchement, c'est intéressant de voir comment leurs recrues leur fait passer dans un niveau supérieur. Parce que tu regardes le 5 majeur, t'as PJ Washington, même Derrick Jones Jr., tu vois. L'autre dans le 5 majeur, c'est Kyrie Irving. Kyrie Irving qui sont allés chercher en renversant un peu leur identité d'avoir des 3D autour de Lucas avec Dorian Finney-Smith et C'était c'était Dinwiddie dans qui le l'autre? trade. C'était Dinwiddie aussi dans le trade. Ouais. Et du coup, ils ont plus poussé le curseur deuxième créateur en laissant un peu de côté le côté trendy. Et en fait, ils n'ont pas vraiment de trendy. Je pense pas qu'on puisse considérer PJ Washington comme tel.
Je pense pas Terry Jones Jr. non plus, Josh Green non plus. Donc ils ont plus profil. En réalité, on pensait on aurait pu penser qu'il fallait entourer Luka de 3&D et d'un rim runner. Là, ils ont des joueurs qui sont plus défenseurs que shooters à 3 points, mais il y a Kyrie du coup qui contrebalance cet aspect offensif. Et parmi tout ça, tu as Derek Lively du coup qui peut créer du lien en fait entre les joueurs parce qu'il peut jouer le short roll aussi. Et PJ Washington qui peut jouer le pick and roll et le short roll aussi. Moins efficace aussi. J'ai regardé les chiffres hier sur pick and roll. PJ Washington, c'est 0,8 points par possession sur les playoffs. Donc ouais, c'est pas dingue non plus. Mais en même temps, le pick and roll, tu veux surtout le jouer avec Lively et avoir les autres dans les corners. Donc ça, c'est plutôt bien pensé dans la manière de construire l'effectif. Mais ouais, l'idée un peu de cette finale, c'est de se dire que là, ça sourit un peu aux audacieux parce que c'est des équipes qui ont pris des risques, qui ont un peu joué même avec les règles. Quand tu tankes pour obtenir un choix de draft, en tout cas pour garder ton choix de draft, quand tu trades le joueur emblématique de ta franchise, c'est des choses quand tu trades à la deadline, même pour Dallas, ils ont tradé Grant Williams, qu'ils étaient justement juste allés chercher l'été précédent. Donc je trouve que c'est quand même des équipes ambitieuses. Ils ont re-signé Kyrie aussi, Dallas, pour vraiment le garder sur place et tout. Ils ont prolongé Jason Kidd aussi pendant les playoffs. Donc tu as vraiment des équipes qui ont pas peur de faire des gros moves, prendre des gros risques pour encourager le risque qu'ils ont pris pour le consolider. Et là, pour le coup, c'est allé au bout des deux côtés. Donc franchement, c'est cool de voir ça. Et je pense que ça va être une belle finale d'opposition de style aussi avec deux Mhm. équipes qui ont de la continuité. Lucas, il est là depuis pas mal de temps. Tatum et Brown aussi. Mais en même temps, des nouvelles pièces autour de cette continuité. Effectivement. On peut passer à la suite si tu veux. Ouais. Qu'est-ce qu'on a pu voir d'intéressant et qu'est-ce qu'on a pu apprendre dans le parcours de ces deux équipes. Je te laisse commencer sur Boston. Oh là, on commence. Ouais, c'est bien, on commence par vraiment genre des chips, quoi. Vraiment c'est les premiers, des appetizers, quoi. Il y a vraiment deux, Ouais. trois trucs à dire, mais après, ça n'a pas duré trop longtemps. Euh, Défensivement, j'ai trouvé ça intéressant qu'ils arrivent à s'adapter au fait de ne pas avoir Porzingis pour repasser sur du switch all. Et on a pu voir une approche défensive qui limitait toujours autant la fréquence au cercle, encore plus, mais qui par contre, une fois que les joueurs accédaient au cercle, bah, t'encaisses beaucoup plus de paniers au cercle parce que t'as pas vraiment de protecteur, mais tu concèdes moins de décalage parce que tu joues avec Horford. Donc on a vu que Horford avait vieilli, mais moins vieilli que ce que j'aurais pu penser. Donc ça c'est cool. J'ai trouvé que défensivement, ils étaient vraiment très appliqués. J'ai trouvé qu'on avait une équipe de Boston très appliquée. On a pu remarquer les années précédentes qu'il y avait un peu des matchs qui étaient balancés. Là, il y a des matchs qui sont balancés, mais tu les gagnes. Et il n'y en a que deux que tu perds vraiment en blowout. Donc, tu perds que deux matchs de toute façon sur la campagne de playoffs. Donc, en réalité, c'est quand même des playoffs maîtrisés. Ça faisait bizarre de voir Boston maîtriser son basket. D'habitude, ils sont plutôt en train de courir après le temps perdu. Donc ça, c'est une bonne chose. J'ai trouvé qu'en attaque, ils étaient vraiment devenus la caricature d'eux-mêmes, pas dans le mauvais sens du terme, mais dans le sens où ils sont tombés que sur des équipes avec une cible vraiment évidente en défense et ils l'ont attaqué. Il y a eu Tyler Hero au premier tour. Ensuite, c'était plutôt Darius Garland, Donovan Mitchell. Ensuite, il y a eu TJ McConnell et Tyrese Haliburton. Donc j'ai trouvé on trouvait vraiment ce qu'on attendait chez Boston, c'est-à-dire une défense vraiment capable, une attaque avec un spacing optimal qui attaque des mismatchs. Et sauf que c'était maîtrisé, et du coup ça s'est bien passé. Et ça c'est plutôt une bonne chose du côté de Boston, mais on les a vus quand même contre des équipes de play-in. Ouais, pas à Cleveland, mais les autres, Miami et Indiana étaient plus des équipes qui jouaient le play-in que les playoffs au début de saison et même vers la fin de saison. Et toutes ces équipes-là ont joué au moins 50% de leurs matchs sans leur créateur primaire. Donc, bon, ta défense, elle a l'air bonne sur le papier, mais en réalité, genre, est-ce que tu as même essayé Est-ce d'utiliser que ce c'est pas un peu papier-là? Donc, biaisé par l'adversité qui était un peu relativement faible. bah, j'ai envie de dire oui et non, parce que Tyrese Haliburton, tu vois, en tout cas contre les Pacers, ils sont quand même super bien adaptés, même quand il y avait Tyrese Haliburton, et au final, les matchs les plus serrés, c'est ce sans Tyrese Haliburton. Pas que ce soit lié, hein, pas que Indiana joue mieux sans Tyrese Haliburton, mais au final, ça s'est plutôt passé comme ça.
qui pourrait me faire croire qu'il y a des gros problèmes défensifs cachés et sous-jacents qu'on n'a pas forcément vus. C'est Donovan Mitchell, son deuxième match. Il y a vraiment Boston n'a aucune réponse sur les drives de Donovan Mitchell, mais ça correspond pas vraiment au profil de Luka. Genre, c'est des créateurs Ouais. primaires, mais ils sont pas dans le même style, c'est pas le même dynamisme. Et je pense que le faux rythme de Luka est peut-être même plus adapté que le dynamiteur qu'est Donovan Mitchell. Surtout qu'il y a en plus une grosse menace off-ball, et c'est là où Boston parfois est un peu perdu. Donc voilà, je pense qu'il y a un oui et non, dans le sens où non, ils n'ont pas joué contre des tanches, et en plus ils ont montré en saison régulière l'équipe que c'était. Mais d'un autre côté, ils ne sont pas vraiment passés au vrai révélateur d'une série de playoffs où une équipe s'adapte avec toutes ses armes à tes défauts. Ouais. Côté Dallas, ça a été un petit peu plus. Euh, Est-ce qu'on peut dire un peu complexe, un peu différent. Euh, Premier tour contre des Clippers qui, pareil, se retrouvent sans Kawhi Leonard. Et qui. Bon, je t'avoue que le premier tour, ça commence à dater, j'ai un peu moins de souvenirs. Mais qui s'en sortent Il y a finalement. gros shoot-making. Ouais. Beaucoup de shoot-making quand même sur cette série. Donc Mais je pense que ça c'est aide un peu beaucoup. l'histoire des playoffs de Dallas aussi. Ouais, oui, c'est vrai, mais il y avait, je trouve qu'ils l'ont contre OKC et contre Minnesota, tu as plus ce truc-là ils sont tombés contre des équipes qui avaient pas un assez bon spacing. Je pense que les Clippers l'avaient s'ils avaient été au complet. Je pense que structurellement, les Clippers étaient les mieux équipés pour les faire tomber au Ouais. complet. Malheureusement, Kawhi joue un seul match, et d'ailleurs, ils le perdent terriblement parce que Kawhi était blessé. Et c'est vrai que bon, tu te dis, c'est dommage parce que Dallas a arrivé contre OKC en disant: «Vous êtes la meilleure équipe à 3 points, mais vous n'avez pas de vraie menace à 3 points». Dans le sens où tu as pas un joueur qui a un gros volume et une grosse réussite à 3 points, donc en fait, potentiellement, tu respectes théoriquement l'équipe dans sa globalité, mais si tu commences à arrêter de respecter les shooters à 3 points, tu retires le drive, et si tu retires le drive, le carrosse devient citrouille, et voilà. Donc je pense que c'est un peu ça qui s'est passé, qu'ils ont pu répéter contre Minnesota. Et pour moi, la série contre Minnesota, ils la gagnent en attaque plus qu'en défense, dans le sens où en fait, Minnesota, c'est une attaque, c'est une attaque de merde. Genre, il y a plus Ah ouais. personne. Là, ça fait 20 minutes qu'on enregistre. Je pense que les gens, ils sont partis sur autre chose. Entre nous, l'attaque de Minnesota, je pense que les gens ont oublié parce qu'ils ont éliminé Denver et qu'il y avait un gros shoot-making sur les deux premières séries. Minnesota, c'est la 17e attaque de NBA, avec des problèmes structurels assez énormes, et du decision-making qui pose parfois pas mal de questions. Et donc, c'est vrai que c'est quand même facile, entre guillemets, de s'adapter à cette attaque-là qui a clairement montré ses limites. Et du coup, la défense de Dallas paraît très très bonne quand on regarde les chiffres des playoffs. C'est la sixième meilleure défense depuis le début des playoffs. Est-ce que c'est pas aussi parce que ils ont joué que contre des équipes qui leur convenaient, mais d'un côté ils ont eu un plan de jeu qui correspondait exactement aux deux derniers tours. Ils ont eu le plan de jeu parfait. Est-ce que c'est parce que c'est des génies, ou est-ce que parce que c'est le seul plan de jeu qu'ils peuvent faire, et du coup c'est tombé juste, quoi. Euh, Jason Kidd a eu des bons moments d'adaptation aussi dans les différentes séries. Et Oui. j'ai oublié ce que j'allais dire. Ah oui, c'est aussi que ils ont montré aussi que euh, c'est très difficile d'avoir une réponse à Luka Doncic. Ouais. Les Wolves, justement, avec leur meilleure défense, qui est en plus une défense très agressive, hein, on l'a bien vu, et Jamal Murray s'en souvient encore. Euh, c'est une défense très agressive avec des joueurs qui savent très bien contourner les pics, qui savent très bien gêner, même en étant derrière, tu vois, sur du pick and roll, tu te retrouves derrière, ils arrivent très bien à gêner. Mais finalement, McDaniels, physiquement, c'était compliqué face à Luka. Ils ont fini par remettre Kyle Anderson dessus, mais pareil, ça n'a pas été suffisant.
Et donc, c'est ça, même avec une attaque avec des problèmes de spacing, euh, quand il y a Luka Doncic, c'est très dur de les contenir finalement. Alors, est-ce que c'est quand il y a Luka Doncic ou est-ce que c'est quand il y a Kyrie Irving? Alors, bah, en fait, Euh, l'avantage de Kyrie, c'est qu'il est très fort aussi pour attaquer les décalages créés par Doncic. Ce que Doncic ne Totalement. fait pas d'ailleurs quand Kyrie ou quelqu'un d'autre en crée. Doncic, il va toujours reset l'attaque et vouloir attaquer son mismatch plutôt que de l'attaquer tout de suite et de prendre l'intervalle. Mais Kyrie, lui, il a aucun souci à, c'est vrai, à attaquer les défenses. Et c'est pour ça qu'ils sont allés le chercher, je pense aussi, parce que du coup, t'as ce deuxième joueur qui est capable d'amplifier, enfin, ouais, de profiter et d'amplifier les décalages et d'aller finir lui-même et avec enfin, qui a une créativité folle pour aller scorer les points lui-même et pour distribuer un petit peu parfois quand il le faut. En vrai, moi je me demande à quel point c'est pas ouais, vraiment Kyrie, c'est pas le sidekick parfait à Doncic. Et c'est vrai, quand tu regardes les stats, quand les deux sont sur le terrain pendant les playoffs, il y a un offensive rating de 121 avec Kyrie et Lucas. Quand c'est Lucas sur le terrain sans Kyrie, offensive rating, il passe de 121 à 97. Ouais. Ouais. Ouais, 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 ouais. Et quand c'est Kyrie sans Lucas, c'est 116 d'offensive rating, mais il tire à 42% à 3 points. Et quand c'est Lucas sans Kyrie, il tire à 32% à 3 points. Donc tu as une partie de réussite à 3 points. Mais d'un autre côté, s'ils sont aussi mauvais quand il y a Lucas sur le terrain sans Kyrie Irving, s'ils sont aussi mauvais à 3 points, c'est parce qu'en fait, il n'y a plus un seul mec qui Il s'est tiré, est ouais. vraiment une menace à 3 points. Et là, je me demande, je pense que ces minutes-là, de toute façon, les 110 minutes où Luka il a joué son Kyrie, ouais, ils les perdent de moins 15 de night rating sur ces 110 minutes-là pendant les playoffs. Échantillon ridiculement petit, mais c'est un truc qu'on a déjà vu en saison régulière, qu'on a déjà identifié depuis l'arrivée de Kyrie, c'est que l'attaque fonctionne très très bien quand l'héliocentrisme de Luka est optimisé par la présence de Kyrie. Et l'héliocentrisme de Lucas perd un peu en valeur sans Kyrie. Et c'est pas de la faute de Lucas, c'est de la faute des autres joueurs qui ne sont pas Kyrie, qui jouent avec Lucas à ce moment-là sur le terrain, parce que c'est beaucoup plus compliqué du coup bah, d'optimiser tout ça. Et j'ai regardé un peu en analysant les matchs de Boston contre Dallas cette saison. Et en réalité, on peut peut-être même commencer à passer du coup au chapitre d'après de Ouais, vas-y, qu'est-ce qu'on vas-y, va enchaîne. regarder, Enchaîne. dans la finale. Et je pense qu'un des premiers trucs, du coup, bah, clairement, c'est la défense du pick and roll. Et ce qui va être intéressant à suivre pour les gens qui s'intéressent un peu à la tactique, c'est de vraiment identifier les différentes stratégies avec ou sans Porzingis sur le terrain. Avec Porzingis, on risque d'avoir du drop parce qu'il n'est pas assez mobile pour faire du switch all. Et du coup, ça va engendrer le drop, c'est l'accès pour Lucas dans cette zone entre la ligne de 3 points et le lancer franc, qui maîtrise plutôt bien C'est et ce qui qu'il a eu peut face à beaucoup. Gobert en plus. C'est ça. C'est ça. Et puis c'est ce que lui, il adore. C'est un endroit où il peut pull-up, il peut passer, il peut driver, il peut se mettre en post-up et enfoncer un joueur au cercle. Donc c'est vraiment ça, la position parfaite ou l'endroit parfait pour lui pour avoir de l'espace. Alors qu'avec Horford sur le terrain, du coup, on sera plus sur du switch all. C'est-à-dire que tu vas switcher dès qu'il y aura un écran. Et en fait, ce que Boston va essayer de faire, c'est d'avoir Porzingis le plus loin de Lucas possible et qu'à chaque fois qu'un joueur vient faire un écran pour Lucas, ce soit Porzingis lâche son marquage pour que ce soit un autre joueur qui le prenne. Mais je crois que c'est la première séquence du premier match ou du deuxième match de la saison régulière. Tu as genre, en fait, je crois que c'est les deux matchs où tu as deux joueurs, tu as plusieurs joueurs qui viennent faire des écrans pour Lucas jusqu'à que ce soit le mec qui soit défendu par Porzingis qui, tu sais, au bout d'un moment, quand t'es obligé, tu t'es T'es fait obligé, avoir, ouais. t'es tout seul sur ton. Ouais, t'es obligé d'aller défendre le pic. Et du coup, à voir comment ils vont réussir à faire ça et comment ils vont congestionner la raquette aussi, Boston. Parce que moi, j'ai un peu l'impression qu'à certains moments des matchs que j'ai vus de la saison régulière, ils respectaient trop les shooters à 3 points de Dallas et ça laissait beaucoup trop d'espace à Luka dans la raquette et en fait, il le maîtrise hyper bien cet espace-là.
Donc, quand on va parler de la défense du pick and roll, ça va pas être seulement genre comment il l'empêche de scorer au pick and roll ou comment il l'empêche de trouver des passes sur pick and roll. C'est le pick and roll va avoir lieu dans tous les cas, mais en tant que défense, quelle finalité tu arrives à imposer à ce pick and roll entre guillemets? Et par exemple, ce que Dallas adore obtenir via un pick and roll, au-delà du lob et du tir et du drive, c'est des tirs dans le corner. C'est l'équipe qui prend le plus de tirs dans le corner en NBA. Ils prennent 12% de leurs tirs à 3 points dans le corner. Sur les matchs contre Boston, ils ont pris que 5 ou 6% de leurs 3 points dans le corner. Et les équipes en playoff cette saison ont pris que 6% de leurs tirs dans le corner face à Boston. Et Boston est la meilleure équipe en NBA pour protéger les corners et réduire la fréquence au cercle. Donc en fait, comment Boston va réussir à, un peu articuler tout ça, de retirer ses tirs dans les corners, tout en ayant une protection de cercle possible. Et du coup, ça veut dire qu'il faut bien que tu lâches à un endroit. Donc ça va être, bah, du coup, tu lâches un peu ces 3 points qui sont entre le 45 degrés et vraiment face au panier. Mais sinon, il va falloir être très serré un petit peu sur ce T qui est l'axe de la raquette et les corners, quoi. Et ça va être le premier truc, en tout cas moi personnellement, que je vais regarder un petit peu pendant les playoffs. En tout cas Ouais, pendant les finales. c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, je crois qu'on le disait en off, de toute façon. Le premier truc qu'on va regarder, ça va être comment le Boston va gérer le pick and roll avec Luka. Et ça peut être quoi leur réponse à Dallas pour essayer d'avoir justement le match-up qu'ils veulent le match-up qu'ils veulent ou la situation qu'ils veulent. Peut-être avec des empty side en Ouais, essayant d'amener le exactement. défenseur de Porzingis du côté de Luka pour après avoir le pick and roll. Je pense qu'il y a ça. Je pense qu'il y a aussi potentiellement faire du post-up. Je pense il y a pas mal de situations, ils l'ont fait face à Boston et ils l'ont même fait quand Jrue Holiday défendait sur Luka. C'est-à-dire que même un des joueurs qui est censé le mieux défendre sur Luka était en défense sur lui. Il vidait un côté, mettait 4 joueurs de l'autre et jouait le post-up comme ça. Et Luka, avec son physique et ses épaules, son handle et son toucher et sa taille, parce qu'il peut passer par-dessus Jrue Holiday, bah, en fait, dominer sur post-up et ça génère une attaque assez statique. Mais si tu veux venir aider sur Jrue Holiday, du coup, tu te retrouves avec un 4 contre 3 de l'autre côté du terrain et sur des joueurs qui peuvent couper au lob et que Lucas va trouver dans tous les cas. Tu prends un peu le risque. C'est un peu genre, t'as pas envie de te retrouver dans une situation comme ce que Denver génère beaucoup, où tu as du post-up et ensuite tu as les décalages qui commencent à se créer autour de Jokic et Jokic qui en profite sur la passe. Lucas est totalement capable de faire ça, donc ça pourrait être une réponse de Dallas de faire ça. Je pense que tu as aussi la possibilité de faire des écrans entre petits, d'utiliser bah, du coup Kyrie comme poseur d'écran. Et il y a aussi parfois où ce qu'ils font pour mettre Porzingis dans les actions, et ils font porter la balle par le joueur qui est défendu par Porzingis. Donc ils l'ont fait, par exemple, ils ont fait porter la balle à Dante Exum, que bon, c'est pas non plus déconnant, tu vois, le mec était censé Ouais. être meneur de jeu à la base quand il est arrivé dans la ligue. Donc là-dessus, il n'y a rien de déconnant, mais ce qui est bizarre visuellement, c'est que c'est Porzingis qui défend sur lui. Quand t'as Porzingis qui remonte le terrain petit à petit en défendant sur un meneur, c'est vrai que visuellement, c'était pas non plus. Enfin, c'est pareil, un peu bizarre. Mais ça peut être une manière de le mettre directement dans les actions ou alors de retirer sa présence au cercle parce qu'en défendant son joueur qui a le ballon, il est un peu plus loin. Et on a vu que Dallas essaie d'obtenir des positions au poste bas, très très bas, donc très proche du cercle en début de possession, en ayant le ballon porté par le joueur défendu par Porzingis et en faisant des écrans loin du ballon pour ça. Donc tu as différentes situations. Et après, faut voir si à quel point tu les utilises ou à quel point tu arrives à générer du scoring sur le pick and roll. Mais en fait, c'est vrai que pour l'instant, sur pick and roll, je crois qu'ils sont. Lucas est 1,03 points par possession sur pick and roll, 1,04 sur isolation, 0,58 sur post-up. Donc en réalité, le scoring de Lucas est assez inefficace sur les playoffs. Il est à 1,16 points par tir sur les playoffs. Donc vraiment, l'efficacité est vraiment pas là sur cette campagne de post-season. Donc on peut se poser la question aussi, si jamais ça fonctionne pas, est-ce que Boston va pas juste lui laisser prendre des tirs compliqués et dire, bah, en fait, si tu pourras pas forcément nous battre tout seul, parce que contrairement à Minnesota ou contrairement à OKC et les Clippers qui ont joué blessés,
nous, tu peux nous en mettre 115, mais il y a franchement moyen qu'on t'en mette 130, quoi. Et c'est pour ça que Dallas a besoin d'être une attaque. Enfin, je pense que Dallas aura besoin d'être une attaque élite parce que elle pourra pas garder la même efficacité défensive en finale. Ouais, justement, moi, c'est une des questions que je me posais, c'est euh, ok, t'as joué contre OKC, contre Minnesota qui ont des défauts, des gros défauts offensifs, notamment au niveau du spacing. C'est comment est-ce qu'ils vont réussir à défendre justement Boston, qui eux ont un spacing parfait. C'est est-ce que ils vont continuer à paquer la raquette et dire bon bah tant pis, vous nous battrez sur des 3, vous laissera un peu ouvert, où on fera des close-out vraiment comment dire, vraiment agressifs pour Mhm. enfin ça c'est est-ce que ils vont paquer la raquette, ou est-ce qu'ils vont justement faire des close-out agressifs pour enlever le 3 points. Ils vont avoir quand même un choix à faire là-dessus. Je sais pas ce que t'en penses toi, mais j'ai un peu de mal à les voir aussi bons défensivement que sur les séries précédentes. Ouais, et en plus, les close-out, contrairement à, tu vois, si tu fais un close-out sur Isaiah Joe ou sur Lou Dort, bah, Ça va. mais le truc, c'est que si tu arrives à lui retirer le 3 points sans te jeter dans les gradins pour contrer un tir et tomber sur une feinte, si tu restes devant ton gars, normalement, c'est bon. Si tu restes devant Derek White, Jrue Holiday et Jaylen Brown, ils vont être là, genre, bah, t'arrives avec 1 mètre de décalage, je vais pas prendre de shoot, mais je vais te filmer parce que, genre, moi, je vais jouer en isolation, et sur isolation, si t'arrives avec 1 mètre de retard, bah, va falloir qu'il y ait quelqu'un d'autre qui vienne en aide, et après, tu peux recréer. Et en fait, c'est là où, j'en parlais dans le podcast chez Guillaume, c'est là où le spacing de Boston, il est optimal. C'est qu'en plus, que ce soit des mecs qui tirent à 40% à 3 points partout, c'est des mecs qui tirent à 40% à 3 points et qui peuvent aller faire du post-up, qui peuvent jouer une isolation, qui peuvent faire du Attaquer le drive and close-out. kick. Ouais, c'est que des porteurs de balles. Le pire porteur de balles, ça va être Porzingis ou alors Ford. Et alors Ford, en réalité, il peut même, tu vois, genre faire un semblant de driving kick sur 1 ou 2 dribbles. Il peut aller au post-up. Porzingis, il est tellement loin derrière le panier qu'en réalité, genre, tu peux pas close out. Enfin, je veux dire, Puis même parce il est qu'ils ont tellement recruté grand que Usain Bolt. finalement Oui, ton c'est ça. close-out, tu le gênes pas. C'est ça, tu vas te péter le front sur son coude, tu vas juste avoir l'air con en Ouais. vrai, genre. Donc, non, non, c'est là où le spacing va être très difficile. Donc après, tu peux faire le choix de pas respecter le spacing et dire à Boston, bah allez-y, hein. Genre shooter à plus de 38% en 3 points, sinon nous on accepte de se faire punir à 3 points, mais on prend pas de tir au cercle. C'est aussi une possibilité. Elle défend très bien le cercle, cette équipe de Dallas, en termes de volume, mais surtout en termes d'efficacité. Donc Le après, problème, ils peuvent dire, le problème bah c'est que ouais, Boston, ils vont pas beaucoup au cercle. Du coup, ça les arrange finalement limite que soit bon au cercle et mauvais, enfin moins bon à l'extérieur. Et du coup, la réponse c'est d'avoir en fait, la réponse de Dallas, c'est d'avoir des rotations limite parfaites, et que si t'as une erreur dans la défense, c'est terminé, parce que du coup, à partir du moment où le décalage est créé, t'as une erreur, c'est terminé. T'auras forcément un mec pour punir. ouais, le truc, c'est que Boston, ils vont pas beaucoup au cercle, mais ils sont vraiment très très efficaces au cercle. Ouais. Et ils ont une réussite à plus de 70% au cercle. Donc même s'ils y vont pas beaucoup, ils génèrent un nombre de points au cercle qui est beaucoup plus important que ce que la fréquence pourrait dire. Et un autre truc, c'est que par contre, ils prennent peu de lancers francs. Donc ça veut dire que tous ces tirs au cercle qu'ils prennent, ils les prennent de manière très ouverte. Comment Boston va réussir à garder une telle efficacité offensive s'ils sont moins efficaces au cercle et si en plus de ça, ils obtiennent pas de lancers francs? Donc tu peux avoir quand même un truc intéressant de si Boston rentre pas ses 3 points, parce qu'il y a des matchs où Boston tire à 28, 32, 33% à 3 points. Comment va s'articuler le truc? Donc ça peut être un élément hyper intéressant pour Dallas. De toute façon, si Boston tire à plus de 38% à 3 points dans les finales, genre, il y a Ça va être moyen compliqué. que, genre, ouais, il y a moyen qu'on soit en vacances plutôt que prévu quand même, là. Ouais. Donc voilà. Un truc qu'on pourra regarder aussi, c'est comment ils vont impliquer Luka défensivement, et Kyrie aussi, je pense. Ouais, Parce que les deux sont ouais. pas spécialement des bons défenseurs, et en plus,
vu leur utilisation en attaque, t'as envie de les cramer un petit peu en défense. Donc C'est voilà, ça. ça va être intéressant de regarder ça aussi. Et en plus, tu peux pas cacher Luka ou Kyrie sur un mec. Parce que tu les mets, ok, tu vas les mettre forcément sur Derrick White et sur Drew Holiday, sauf qu'en fait, c'est deux très bons poseurs d'écran qui vont pouvoir te générer des switches, qui vont même pouvoir générer simplement des décalages avec sur Chantrol par exemple, ce genre de choses. Donc là, j'ai aussi très peur pour Dallas de ce côté-là du terrain. Ils peuvent tout simplement l'attaquer, hein. En vrai, il y a des Oui, situations aussi. où, sur les 2 matchs qu'il y a eu entre Dallas et Boston, où ils obtiennent pas où Derrick White se retrouve à porter la balle parce qu'il a pas obtenu le switch sur Doncic. Il a pas réussi à donner il Ouais. a pas réussi à refiler Doncic à quelqu'un d'autre, en gros, et du coup, il reste 8 secondes sur la possession, balle à White et et Il peut vas-y, l'attaquer, tu ouais. l'attaques, en fait. Et le truc, c'est qu'en plus, c'est des joueurs assez dynamiques, les joueurs de Boston. C'est-à-dire que Jrue Holiday, White, Jaylen Brown et Tatum. Peut-être Tatum, c'est le moins dynamique, c'est le plus statique de tous. Mais du coup, Tatum, il est statique, mais il va le fumer sur autre chose, potentiellement. Et c'est là où les écrans entre petits, si tu as Kyrie qui défend sur White et Jrue Holiday qui défend sur Luka Doncic, tu fais des pick and roll qu'ils adorent faire entre petits. Ouais. Ouais, franchement, j'ai pas envie de voir Kevin Doncic essayer de défendre un pick and roll à deux. Du coup, tu fais venir Lively. Du coup, tu as un 3 contre 2 qui se fait de l'autre côté du terrain. Et ton 3 contre 2, c'est Porzingis, Jaylen Brown et Tatum. Tatum. Ah, ouais, Ouais. ouais, ouais, Parce que ouais, ouais, ouais. défensivement, C'est vrai ça que, va être très difficile, ouais. ouais, je pense que défensivement, ça va être une galère en vrai. Je pense que si Boston exécute bien et sans être en surchauffe, convertit les 3 points ouverts, il y a moyen que ce soit une galère en vrai. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux regarder dans cette série? On a parlé de l'attaque de Dallas sur le pick and roll, de leur tir dans le corner. On a parlé du short roll de Derek Lively. On a parlé des minutes avec et sans Kyrie quand Luka était sur le terrain. Du côté de Boston, enfin, on a parlé de leur défense aussi, de comment ils congestionnent l'attaque et quelles solutions. On a parlé de l'attaque de Boston avec le spacing et l'attaque de mismatch, de leur défense et des solutions potentielles au pick and roll, du switch hold versus le drop. Non, je pense qu'on a fait un bon tour Ouais. quand même. Je sais pas, j'aimerais pas faire, durer la preview juste pour la faire durer. Je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon. J'ai pas forcément des choses qui Peut-être au qui me niveau viennent en de la tête. profondeur d'effectif, Ouais, est-ce qu'il y en a une qui est vraiment heu, meilleure que l'autre? mmh, Bon, on sait que Boston a le meilleur 5, mais en dehors de ça, je pense pas que les remplaçants de Dallas soient non plus excellents. non, bah, tu vois, je pense que peut-être que Dallas a les 2 meilleurs joueurs de la série théoriquement. C'est Ouais. vraiment théoriquement, hein, genre je dis pas que Le Kyrie est meilleur, je meilleur pense parce que que c'est assez obvious. ouais, on peut s'amuser à les classer à la limite. On Vas-y. peut s'amuser à les classer. Pour moi, Luka est clairement le meilleur, Ouais. bien que, bien que, je pense que on sous-estime la gravité de Tatum en attaque et sa défense sur les aides du côté quand il défend pas sur le porteur de balle. Ouais, je suis assez Donc, d'accord. je pense que les gens auront plus tendance à faire le débat entre Jason Tatum et Kyrie pour le meilleur deuxième joueur. Je le ferai presque plus avec Luka et Tatum, mais la capacité à générer de l'attaque de Luka est beaucoup trop importante Mm. pour ça. Je pense que le un Mais deux dans trois est ce- assez clair. Pour moi, c'était assez clair. Ouais, le 1-2-3 est assez clair. On le fait en fonction des playoffs en plus qu'il y a eu aussi et de comment ça aborde un petit peu la match-up. Du coup, se pose la question du quatrième meilleur joueur. Je sais pas si tu veux donner ton avis. Est-ce que tu veux mettre Jalen Brown? Il fait de bons playoffs, a priori. Il est Il fait de efficace, bons playoffs. il, Il fait de bons playoffs. il score bien. Euh, ouais, non, non, franchement, le scoring est bon. Mais franchement, dans la poly, j'ai envie de mourir quand je vais dire un truc qui va me tuer de l'intérieur. Quand je vois la polyvalence défensive qu'il apporte et le dynamisme en attaque de pouvoir attaquer des différents mismatchs, pouvoir être un bon poseur d'écran, un bon passeur et en plus le shooting s'est pas écroulé en playoff contrairement à d'habitude.
fais match roll, il est en quatrième meilleur joueur. La catastrophe, je me déteste, j'ai envie de mourir. Ah, Oh là là là. Marcus Smart qui se retourne dans sa tombe à Memphis là. ouais, mais je roule l'idée. Ok, ok, ça se tient. En Euh, cinquième, Moi, je commençais à arriver au débat parce que je pense qu'il y en aura un entre Lively et Porzingis. Peut-être pas tout de suite, mais bon, 5 et 6, on met Derek White et Jalen Brown ensemble. ouais, ça me paraît bien. Ok, comme ça, j'ai pas à prendre de décision sur lequel des deux je prends. Très bien. Et du coup, on arrive au septième meilleur joueur. Et, euh, C'est là que et ça se joue là, entre Lively et et Porzingis. Horford aussi. Et Horford sur ses playoffs. Franchement, il fait des bonnes playoffs. Mais je vais mettre Lively. Moi, je mettrais Lively, Protection de cercle, polyvalence un peu, short roll, vitesse. Il peut quand même un peu switcher. Et verticalité, en en attaque et en 8, je défense. mettrais. Ouais. En 8, je mettrais Horford parce qu'il joue sur ses playoffs et il n'est pas blessé. Ouais, mais il y Et peut rien Porzingis s'il est blessé. non, mais là, on parle pour les finales, on parle des meilleurs joueurs. Là, je te parle au moment où on est là aujourd'hui, maintenant. Sinon, Porzingis, je le mets au-dessus de Lively, en vrai, Oui, assez voilà. facilement. Mais il y a le joueur théorique qui est à 100% et tu as le mec qui s'est qui s'est ouvert le mollet, enfin pas qui s'est ouvert le mollet, mais qui s'est déchiré le mollet. On pourra Euh, refaire ça après deux matchs si tu veux. Ok. Bon, du coup, pour l'instant, ouais, je mettrais Horford en 8, Porzingis en 9 et PJ Washington en 10. Et puis Ouais. voilà. Mais du coup, dans les 10 meilleurs joueurs, ouais, dans les 10 meilleurs joueurs, t'en as. 6 de Boston et 4 de Dallas. Ouais, c'est ça. Et dans les 6 meilleurs joueurs, t'en as 4 de Boston et t'en as 2 de Dallas. C'est surtout ça qui fait la différence. Je pense, ouais. Surtout que Lively, tu vois, tu peux avoir le débat où tu le mets en dessous d'Orford et KP et tu te retrouves avec, genre, sur les 8 meilleurs joueurs de la série, en fait, t'en as 6 qui sont à Ouais. Boston. Et là, ouais. Ouais, non, mais c'est sûr. En termes de coach, Il a fait bon, de je suis bonnes pas choses. forcément. Ouais, voilà, c'est ça. On verra, on jugera, on jugera après les finales. Parce que Ouais. pour l'instant, je trouve que Jason Kidd a montré qu'il savait toujours faire être de manière un peu innovant, agressif en défense. Joe Mazzulla n'a pas forcément eu grand-chose à montrer, mais le peu qu'il a montré, ça s'est bien passé. Mais le révélateur va être plutôt maintenant, en tout cas. Ouais. Et bah voilà, On peut passer au pronostic. on peut passer au pronostic. Et alors, tu mets combien pour Boston? 4-1. Ok. Euh, est-ce que je suis réaliste ou est-ce que je fais mon gros hater? Euh, Est-ce que tu détestes assez Boston pour vraiment pas t'imaginer les voir gagner? Oh putain, j'ai pas envie de voir ça. Ouais. Euh, Non, bah je vais me faire le hater, mais pas non plus en mode juste de la haine. Je pense que Dallas est capable d'aller la gagner, mais il va falloir qu'il soit parfait sur 4 matchs. Et je dirais 4-3 Dallas. 4 Dallas. Mais J'avais annoncé Dallas au tour d'avant d'ailleurs. En vrai, qu'on avait fait la preview avec Paul. J'avais Ouais. annoncé Dallas. Pourtant, c'était pas trop la tendance du moment. J'avais annoncé Dallas parce qu'ils avaient le meilleur joueur de la série. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez Attends, important j'avais aussi. dit Minnesota, donc là je vais dire Boston du coup. Ah ouais. Ouais, Non, non. Moi, je non, le pense. prono réaliste, je pense que c'est quand même Boston, mais vraiment, ça me donnerait pas de voir Dallas aller les chercher le trophée. Ah ouais. Non, moi, Mais j'ai ça va être. Boston en 5 ou en 4. Ouais. Je dis Boston a Moi, de je la pense. marge. En fait, Boston a vraiment de la marge alors que Dallas doit faire 4 matchs parfaits, presque parfaits. Hmm.
Tu disais ça Après, de l'année Miami l'année dernière, dernière. J'ai dit exactement la même chose, je crois, l'année dernière, dans toutes les previews de Miami. tu vois, au final, si ça se trouve, je suis juste un abruti et genre, je vais me retrouver dans 2 semaines et je vais dire: «Mais putain, mais je le savais, je l'ai déjà Euh, vu le film». Oh là là, non, 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 non. Peut-être, hein, on verra. Ah non, je peux pas, Euh, là, j'ai pas la force mentale en vrai, genre, non, je peux pas. Non, non, non. voilà, si cette année Boston ne gagne pas le titre, franchement, c'est vraiment la honte. Et je dis pas ça pour mettre la pression et te faire chier, hein. Pas du tout. Oh, t'inquiète, hein, j'ai besoin de personne, hein, pour me foutre la pression et me faire chier, je m'en sors déjà très bien tout seul. Non, pensez aux autres fans de Boston, évidemment. Moi, ouais, ouais, franchement, je sais pas s'il y en a qui écouteront ça jusqu'au bout, mais s'il y a des fans de Boston qui écoutent jusqu'au bout et qui commentent aussi et qui repartagent les trucs qu'on fait avec le trèfle sur YouTube et tout, ça a été très cool. En vrai, on a eu plein de retours. Franchement, on s'est bien amusé avec le trèfle sur le YouTube Game pendant les Ouais, playoffs, même si ça n'a pas été des j'ai vu séries de ça. ouf. Et franchement, très cool. On a eu plein de retours sympas. Donc, s'il y en a qui sont allés jusqu'au bout de ce podcast aussi, bah écoutez, merci. Merci à vous. Voilà, nous on se retrouvera très bientôt pour potentiellement refaire un épisode à peu près à mi-série selon comment ça se passe. Après le deuxième match, quoi, du coup. Ouais. Sinon, le guide de l'intersaison arrive. Une petite nouveauté pour QI Basket cette année. On va vous préparer l'intersaison bien comme il faut. Vous aurez toutes les cartes en main pour aborder ça pour votre équipe. Et puis sinon, on se dit à la prochaine. Ah, il y a là aussi la mock draft des comptes FR, la désormais Bien traditionnelle sûr. mock draft des comptes FR qui arrive. SOOV, Vincent, qui gère ça très bien. Et Bah ouais, puis, puis SO à Thibaut pour faire les illustrations. Merci au compte aussi de participer, c'est toujours fun à suivre. Et merci à toi pour le guide d'intersaison et tout aussi, parce que c'est un sacré taf en vrai. Genre, c'est pas encore c'est fini, mais c'est pas encore fini. on Bon, y on va rien arrive. dire, on va On y rien dire. arrive. Mais ça pourrait, si ça va jusqu'au bout, ça pourrait être très stylé. Normalement, j'ai plus qu'à préparer le texte et enregistrer les vidéos. Voilà, Allez, c'est on y est. parti. Dernière ligne droite. Et bien sur ce, on vous souhaite une très bonne journée, très bonne soirée, et puis on se dit à très bientôt. Salut! Pour la 18e bague. Ouais, ouais, ouais.